Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine écoulée et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève a été marquée par différents discours de plusieurs membres de la Fed, de la BCE également, des discours que l'on surveille toujours à la suite des décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE il y a quelques jours. On a notamment surveillé du côté des États-Unis les différentes déclarations des membres de la Fed après le pivot oral, le pivot de rhétorique surprise de Jérôme Powell lors de la réunion de la Fed. Jérôme Powell qui a expliqué que les discussions sur les baisses de taux allaient pouvoir commencer à s'ouvrir dans un contexte où l'inflation avait fait des progrès, même si ce discours n'a pas été ensuite répété du côté de la BCE le lendemain. On a quand même voulu voir si effectivement les autres membres de la Fed partageaient cet avis de Jérôme Powell sur la possibilité de commencer à parler de baisse de taux. Et ce qu'on a vu, c'est que tout au long de la semaine, il y a les discours de membres de la Fed, et notamment on a surveillé les discours des colombes, plusieurs colombes, parce que voir si finalement les membres les plus accommodants de la Fed partageaient également l'avis de Jérôme Powell, et on voit que c'est pas tout à fait le cas. Hein. Vous avez des membres comme Austan Goolsbee par exemple, qui expliquent que les marchés sont dans une phase un peu euphorique, et que, en gros, la Fed ne se laissera pas, il a pris le terme bullied, hein, donc qui est un terme ne se laissera pas intimider, ne se laissera pas impressionner en gros par les marchés, sous-entendant donc que les marchés ont des anticipations qui sont trop en avance par rapport aux propres anticipations de la Fed. On rappelle, la Fed considère que l'année prochaine, on aura 3 baisses de taux de 25 points de base par rapport aux nouvelles projections qui ont été réalisées en décembre sur l'inflation, le chômage, la croissance notamment, là où les marchés, eux, pensent que l'année prochaine, on aura 6 baisses de taux de 25 points de base, donc à 150 points de base de baisse de taux. Et donc on voit que même la partie la plus accommodante, l'aile la plus accommodante de la Fed, on a eu cette semaine à la fois Bostic, qui s'exprimait, Goolsbee, donc on va en parler, Williams, c'était il y a quelques jours également, eux considèrent qu'à ce stade, ils le disent clairement, que les marchés sont trop en avance. Alors pour autant, est-ce que leurs déclarations ont changé quelque chose par rapport aux anticipations de marché? La réponse c'est non. On voit qu'après ces différentes déclarations, on a toujours des taux qui sont plutôt bas. Le taux 10 ans américain continue d'évoluer à 3,8%, dans la zone des 3,8, on était à plus de 5% à la fin du mois d'octobre. On voit que les anticipations de baisse de taux pour l'année prochaine n'ont pas changé. Donc leurs propos en fait n'ont pas eu d'empreinte, n'ont pas eu d'impact sur les différents marchés. On a vu quelques corrections cette semaine, notamment mercredi, une phase un peu corrective sur les marchés, mais qui n'a pas été déclenchée par ces propos parce qu'on voit que les taux, eux, n'ont pas réagi. Donc c'est pas une correction qui s'est faite sur un schéma de rebond des taux, par exemple, sur les déclarations de ces membres de la Fed. C'est une correction de marché qui s'est mise en place mercredi, puis qui ensuite a été rapidement corrigée, ou en tout cas effacée, on va dire, les jours qui ont suivi. Donc voilà, on est toujours dans cette situation où le sentiment reste toujours finalement assez positif hein, sur les marchés actions. On voit que la volatilité, le VIX s'est un petit peu redressé, il était retombé dans la zone des 12 il y a quelques jours, on est remonté un peu à 14 en milieu de semaine avant de retomber à nouveau dans la zone des 13 actuellement, donc c'est pas une grosse volatilité, et on a eu en cette fin de semaine donc des projections, des publications de chiffres d'inflation PCE. On sait que c'est une mesure qui est particulièrement surveillée par la Fed, l'inflation PCE aux États-Unis sur la partie données annuelles et inflation cœur, donc un cœur PCE. On a une publication à 3,2% là en cette fin de semaine. C'est mieux que ce que le marché attendait. Le marché attendait 3,3%, donc on a eu un chiffre encore meilleur, un ralentissement plus important que prévu, et on était à 3,5% le mois précédent. Donc ça, on voit que les marchés continuent de l'apprécier finalement. Les marchés actions se comportent toujours bien. Là, on enregistre le podcast, il est 16h, donc on voit qu'il n'y a pas de mouvement de défiance des marchés. Moi, si vous voulez, par rapport à ça, j'ai toujours un petit... je dirais un peu de réserve. Un peu de réserve parce que on rappelle que l'inflation PCE cœur, donc celle que la Fed surveille en particulier et qui fait partie de ses projections trimestrielles, elle était montée à son pic à 5,5%. 5,5 ou 5,6, j'ai un petit doute, mais en tout cas, dans cette zone 5,5 ou 5,6. Il a fallu 21 mois pour l'avoir passé de 5,5 donc à 3,2%. 21 mois. L'objectif, c'est 2%.
Donc l'idée, c'est pas de dire il y aura effectivement un rebond de l'inflation fort à 5 ou autre, ça, rien ne va dans ce sens-là en amont pour laisser supposer que l'inflation rebondisse fortement, ni sur les matières premières, ni sur le prix de la logistique mondiale, ni sur les conditions de la Chine, par exemple, qui est toujours en déflation sur ses prix à la production, avec une inflation même négative en Chine. Donc tout ce qui vient en amont, en fait, ne laisse rien présager en termes de rebond fort, je dis bien de rebond fort. En revanche, il y a des éléments qui sont toujours dans l'équation, dans la balance, en ce qui concerne le dernier kilomètre pour l'inflation, c'est-à-dire le kilomètre où on passe de cette zone au-delà de 3% au 2%. Et qu'est-ce qui peut freiner un peu ce retour-là? On voit que les salaires, par exemple, continuent d'évoluer toujours dans une zone qui est assez nettement supérieure à tout ça. Les salaires aux États-Unis, c'est progression annuelle toujours de 4% actuellement. Si vous regardez en Europe, la moyenne des salaires, la progression des salaires en zone euro, c'était de 5,3% sur les données qu'on a du troisième trimestre. Et d'ailleurs, c'est ça, cette partie des salaires. Christine Lagarde en parle lors de sa conférence de presse et d'autres membres de la BCE évoquent également ce sujet, des salaires qui évoluent effectivement et qui sont sous surveillance parce qu'on voit bien qu'à plus de 5% de progression, on est assez loin des standards habituels, des standards qui existaient avant la crise Covid. Donc, autant il y a assez peu de facteurs qui plaident pour une deuxième bosse d'inflation, vous voyez, qui repartirait de manière subite, il n'y a rien qui vient conforter ce scénario. En revanche, des éléments comme les salaires, par exemple, ou ce qu'on voit actuellement, par exemple, ces tensions fortes qui obligent les bateaux à être déviés, vous voyez, dans la zone de la mer Rouge, le golfe d'Aden ou autre, on voit que ça, c'est des choses qui ponctuellement peuvent ramener peut-être un petit rebond sur le prix du transport maritime, sur le petit rebond du prix des marchandises. On voit que le pétrole a un petit peu rebondi cette semaine par rapport à ça. Donc je ne dis pas que c'est ça qui va nous ramener un rebond d'inflation, mais je dirais qu'il y a des éléments comme ceux-là qui peuvent un peu freiner le retour de l'inflation vers les 2%. Et puis c'est surtout la question des salaires en fait, à la fois du marché du travail et des salaires qui pourraient poser je dis pas un problème, mais qui pourrait nécessiter en fait plusieurs mois encore, voire plusieurs trimestres, avant que l'inflation ne converge durablement vers les 2%. Et d'ailleurs, on voit cette semaine que cette notion de convergence vers les 2% qui a été évoquée par le vice-président de la BCE, donc de Guindos, mais il parle aussi d'une convergence vers les 2% de manière stable. Et on voit que c'est cette question de la stabilité, de la durabilité du retour à 2% qui ressort également dans la déclaration des membres à la fois de la Fed cette semaine et un peu de la BCE, où la zone des 2% est importante, mais s'assurer que l'inflation va bien rester ancrée ensuite dans la zone des 2%, c'est important. Et vous voyez, on parlait à l'instant de l'inflation cœur PCE, donc aux États-Unis. Si vous regardez un graphique de cette inflation, qui est vraiment l'inflation la plus surveillée par la Fed, on remarque que sur les 10 années qui ont précédé la crise Covid, cette inflation PCE évoluait plutôt dans une zone comprise entre 1,5 et 2%, parfois on est un peu au-dessus, parfois un peu en dessous, mais on était quand même beaucoup plus largement, la majeure partie du temps sur ces 10 dernières années avant Covid, en dessous des 2% qu'au-dessus. Donc vous voyez, il y a non seulement la question effectivement du parcours qui reste encore à faire, 3,2 jusqu'au 2%, et ensuite peut-être la Fed va s'assurer aussi qu'on passe un peu en dessous des deux, vous voyez, pour que la base soit un peu plus basse si l'inflation doit rebondir à un moment donné, c'est-à-dire de s'assurer que les deux servent encore de zone pivot et pas seulement de ricocher sur les deux, de s'approcher de deux, où là, le risque finalement de ne pas ancrer l'inflation à 2% resterait présent. Donc vous voyez, je dirais qu'on chipote un petit peu quand même sur l'analyse, mais c'est ces éléments-là quand même, je pense qu'ils sont actuellement surveillés par les banques centrales, par la BCE notamment, et c'est ça qui fait probablement qu'elle a pas encore voulu, que Christine Lagarde n'a pas encore voulu parler de baisse de taux, là où la Fed a osé aller sur ce terrain des baisses de taux, mais ce qui crée du coup ce sentiment assez extrême sur le marché qui price beaucoup de baisses de taux l'année prochaine, alors que même les projections elles-mêmes de la BCE et de la Fed ne sont pas aussi généreuses en termes de baisse de taux anticipée pour l'année prochaine. Et puis il y a un élément aussi, on disait qu'est-ce qui peut finalement freiner un peu ce retour de l'inflation vers les 2% de manière durable. Regardez par exemple les dernières estimations de croissance pour la Fed d'Atlanta, donc réalisées par la Fed d'Atlanta, donc qui réalise, c'est un modèle automatique, un modèle qui ajuste les prévisions de croissance du trimestre en cours en fonction des données macroéconomiques qui sont publiées. Et bien actuellement, on est sur des prévisions de croissance américaine pour le quatrième trimestre de 2,7%. Il y a quelques semaines encore, c'était des prévisions de croissance de 1,2% seulement. Et ce, après un troisième trimestre
où on a eu les chiffres finaux cette semaine pour le PIB américain, de 4,9% pour le troisième trimestre aux États-Unis. Donc ça reste encore des niveaux de résilience. Alors on peut dire, c'est parfait, il y a du coup une croissance américaine qui est résiliente face à une inflation qui baisse, oui, mais la question à un moment donné, pour moi en tout cas, je me demande si cette résilience qu'on observe sur la croissance américaine, qui a quand même ralenti par rapport au T3, mais est-ce que ce ralentissement est suffisant à ce stade pour permettre à l'inflation de confortablement revenir à 2%? Je ne suis pas certain justement que ce qu'on observe en tout cas récemment, et donc qui est plutôt résilient, ce qu'on observe récemment. Regardez encore typiquement aujourd'hui, là, vendredi, lorsque j'enregistre ce podcast, on a les commandes de biens durables. Elles sont ressorties à 5,4%, plus de 2 fois ce que le marché, 2 fois et demi presque ce que le consensus attendait. Précédemment, c'était les ventes au détail. Rebond de plus 0,3, on attendait moins 0,1. Puis les indices d'activité, ISM Services, rebond de l'activité dans les services le mois précédent. Et puis le rapport sur l'emploi, le dernier rapport, meilleur qu'attendu, détente un petit peu à nouveau du taux de chômage. Vous voyez donc cette résilience qui apparaît dans les statistiques macro du quatrième trimestre, est-ce que les marchés ne sont pas peut-être un peu trop au-delà de cette résilience qui pourrait du coup freiner un peu ce retour de l'inflation vers les 2%, non pas le remettre en question. On voit bien que la tendance, le momentum est bien imprimé, mais est-ce qu'on est encore à 3,2? Je rappelle l'inflation cœur PCE, c'est 3,2. En zone euro, l'inflation cœur est toujours assez largement au-dessus de 3% pour l'instant, l'inflation sous-jacente. 3,5 si je ne me trompe pas sur la dernière publication. Donc, vous voyez on a encore un bout de chemin parcouru, c'est le fameux dernier kilomètre. Sera-t-il difficile? Pas difficile. En tout cas, il n'y a pas forcément de certitude dans ce dernier kilomètre. Voilà. Et alors que les marchés, eux, vu la trajectoire hyper haussière qu'on est sur les marchés actions et la très forte détente des taux, il semble avoir un degré de certitude qui, pour moi, en tout cas dans l'observation des chiffres, n'est pas forcément corrélé. Voilà, n'est pas corrélé. Dernier point macro avant de passer ce qui nous attend la semaine prochaine, ce qui sera très rapide parce qu'il n'y a pas grand chose la semaine prochaine. On note quand même cette semaine également, vous voyez, on parle un peu de cette résilience quand même, de l'inflation qui baisse, certes, qui ralentit, certes, mais à un rythme qui lui est propre. Regardez au Royaume-Uni par exemple, l'inflation sous-jacente, donc l'inflation cœur, hors alimentation, hors énergie, donc elle est toujours à 5,1%. C'est meilleur que le mois précédent, c'est mieux que le mois précédent, c'est plus bas que le mois précédent, mais c'est encore 5,1, là où l'objectif est à 2%. Alors, on rappelle que le Royaume-Uni a quand même des caractéristiques spécifiques depuis le Brexit qui font qu'effectivement il y a une structure marché du travail, etc., qui favorise aussi cette inflation via des hausses de salaire qui ont été bien plus importantes, qui favorise du coup cette inflation ou ce qui rend plus difficile le retour de l'inflation à 2%. Et vous voyez, on voit cette question notamment des salaires au Royaume-Uni, c'est ça aussi qui freine le retour vers les 2%. Donc, ces inquiétudes un peu légitimes qu'on a en zone euro et qu'on peut aussi avoir du côté des États-Unis, là où les progressions de salaire sont encore à plus de 4% notamment, ou encore à 4% aux États-Unis, il y a plus de 5% en zone euro, eh bien, c'est peut-être ça qui va effectivement rendre le retour un peu plus délicat. D'un côté, ça préserve un pouvoir d'achat, ce qui est très intéressant pour l'économie, mais de l'autre, ça peut nécessiter finalement un maintien des politiques restrictives de la part des banques centrales encore quelques temps. On terminera ce point macro avec des nouvelles de la Chine. Alors des nouvelles de la Chine qui sont un peu moins bonnes cette fin de semaine. On a vu à nouveau un tour de vis réglementaire de la part des autorités chinoises sur le secteur des jeux vidéo. Ça nous rappelle ce qui s'était passé en 2021, qui avait d'ailleurs déclenché à l'époque le début de la baisse des marchés actions chinois, qui était seul orienté à la baisse, là où l'Europe, là où les marchés européens et américains, eux, se maintenaient et n'avaient commence à baisser qu'à partir de 2022 et des durcissements monétaires, eh bien à l'époque, la Chine, dès 2021, avait commencé ce tour de vis réglementaire, les marchés n'avaient pas aimé du tout, eh bien on a un petit peu des relents de ça aujourd'hui, vous voyez, les informations, on a vu des valeurs comme Tencent, par exemple, ou NetEase, qui partaient assez fortement à la baisse, après à nouveau des annonces réglementaires de la part des autorités, puis on note aussi du côté des flux vers la Chine, que les investissements étrangers se contractent en Chine. On a déjà un ralentissement qui était très marqué. Là, on a vraiment la partie nette entre les entrées et les sorties de flux. On est en net négatif désormais. Donc, signe que les investisseurs étrangers ont toujours une grosse défiance par rapport à ce qu'ils observent de la Chine depuis 3 ans. Covid, confinement, mesures réglementaires, rapprochement avec la Russie, etc., velléité géopolitique sur Taïwan. Voilà, on voit que pour l'instant, dans les flux en tout cas d'investissements étrangers en Chine, eh bien, il n'y a toujours pas de stabilisation, même si à côté de ça, on observe quand même que sur l'activité, tout ce qui est PMI manufacturier, ça s'est un petit peu stabilisé. Sur la partie des investissements, on remarque que c'est toujours assez dégradé pour l'instant. Donc, toujours pas une image assez nette de la Chine qui redonnerait envie d'être pleinement investi sur ce marché-là. Ça reste même le Hang Seng, l'indice des marchés actions chinois, des valeurs chinoises cotées à Hong Kong, ne parvient pas à remonter au-dessus de certaines résistances et est toujours très proche de ses plus bas de l'année dernière, qui étaient eux-mêmes des plus bas de plus de 10 ans. Voilà, toujours un sentiment très
très morose sur la Chine. Et on voit donc un contraste assez fort entre l'euphorie d'un côté sur les marchés européens, américains par rapport aux questions de taux, de politique monétaire, puis de l'autre côté sur la Chine, des marchés plus préoccupés par l'aspect macro et l'aspect géopolitique, réglementaire, voilà. Voilà pour cette analyse de la semaine. Je vérifie si je n'ai pas oublié de quelque chose. Non, on a à peu près fait le tour de cette semaine. Donc le programme pour la semaine prochaine, très très light. On ne va pas le détailler jour après jour parce qu'il ne se passe pas grand chose la semaine prochaine. Il y aura quelques stats immobilières en fin de semaine. PMI Chicago pour l'économie américaine, donc un des indices d'activité soft publié la semaine prochaine, mais très peu de choses. Quelques stats immobilières, donc quelques stats d'activité aux États-Unis. Inscription, je crois également hebdomadaire au chômage, mais voilà, très très peu de statistiques sinon dans cette semaine entre Noël et jour de l'an. Donc je vous souhaite à tous un excellent week-end, d'excellentes fêtes. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour un podcast qui sera probablement très light, mais sur lequel on fera surtout le point pour ce qui nous attend début janvier. Donc voilà pour cet avant-dernier podcast de l'année. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes et rendez-vous dans une semaine. Au revoir.